c'est d'abord et avant tout un conflit territorial. Disons qu'en fait, vous avez une terre pour deux peuples. En Palestine, il y a des Palestiniens, et faire cohabiter des Palestiniens majoritairement musulmans avec des Israélites, ça risque de poser un problème. Pour moi, les Palestiniens dans cette affaire jouent un peu le rôle des Indiens d'Amérique au XIXe siècle aux États-Unis. Il est certain qu'il eût mieux valu pour la paix du monde qu'Israël n'existât pas. C'est évident. Un service secret de l'envergure de Mossad n'est rien vu venir. Ça paraît invraisemblable. Après tout, on a dit la même chose des Américains pour le 11 septembre. Hey, bienvenue au News Cocktail, votre dose hebdomadaire d'actualité internationale et nationale, servie avec une touche d'analyse et d'objectivité. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Burgot pour une deuxième fois, pour avoir l'œil d'un expert, à propos du conflit israélo-palestinien. Voilà, donc Monsieur Burgot, bonjour. Bonjour. Alors, honneur, je sais pas, c'est un bien grand mot. Enfin, en tout cas, c'est un plaisir. Au revoir. Plaisir partagé, j'espère. Et expert, je ne prétends pas être un expert du conflit israélo-palestinien, mais enfin, j'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Oui, Voilà. vous êtes quand même historien, géopoliticien, on rappelle aussi voilà, votre ancienne carrière en tant qu'officier militaire. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, ce conflit israélo-palestinien, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement, de manière la plus concrète, les raisons de ce conflit? Pourquoi ça a commencé? Alors, c'est d'abord et avant tout un conflit territorial. Disons qu'en fait, vous avez une terre pour deux peuples. Alors, évidemment, dire ça, c'est poser la question de la légitimité, parce qu'on ne peut pas être deux sur un seul trône. Donc, qui est le peuple légitime et qui est le peuple illégitime dans cette affaire? Donc déjà, évidemment, si on pose le débat comme ça, forcément, le, le débat est déjà biaisé, entre guillemets, ou en tout cas, on est déjà en train de prendre parti. Alors, ce qui s'est passé, alors le conflit démarre officiellement en 1948, lors de la création de l'État d'Israël. L'État d'Israël est créé dans une région historique qui s'appelle la Palestine en 1948, à la suite d'une résolution, d'un vote donc, à l'ONU, et d'une résolution qui prévoit le partage de la Palestine, qui était auparavant sous mandat britannique depuis la fin de la Première Guerre mondiale, parce que pour la Palestine n'a jamais été un État. La Palestine était une région du Proche-Orient qui appartenait, avant la Première Guerre mondiale, à l'Empire ottoman, donc aux Turcs. Ceux-ci ayant ayant misé sur le mauvais cheval, c'est-à-dire l'Allemagne, pendant la Première Guerre mondiale, ont vu leur empire, après la Première Guerre mondiale, réduit à néant. Et les anciennes provinces orientales de leur empire ont été confiées aux grands vainqueurs, c'est-à-dire aux Britanniques et aux Français. Et les Britanniques ont reçu la Palestine comme puissance mandataire. Or, en Palestine, il y avait des Palestiniens, c'est-à-dire un peuple autochtone. Ils ont toujours été là. Et après donc la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne gère cette région. Et en même temps, parallèlement, cette région était revendiquée depuis un certain temps, depuis la fin du 19e siècle, et la naissance du mouvement sioniste en Europe. C'est quoi le mouvement sioniste? Alors, le mouvement sioniste, c'est un mouvement qui a été fondé par un juif autrichien qui était journaliste de son État, un israélite qui s'appelait Theodor Herzl, et qui avait constaté que, eh bien, finalement, les juifs d'Europe, la diaspora juive en Europe, malgré les efforts d'intégration et d'assimilation réalisés depuis la Révolution française, en tout cas pour ce qui est de la France, eh bien, cette intégration n'était jamais complète et qu'une affaire comme l'affaire Dreyfus, qui l'a beaucoup choqué, montrait que même après un siècle, la communauté juive n'était toujours pas intégrée en Europe, ou mal intégrée, et que l'antisémitisme n'avait pas disparu. Et donc, ils ont déduit une théorie que si les Juifs veulent jouir tranquillement de leurs droits politiques et civils, il faut qu'ils aient leur propre État, il faut qu'ils créent leur propre État. Donc là, on a un projet politique qui va porter le nom de sionisme, puisque le sionisme, c'est le retour à Sion, Sion étant le nom biblique de l'ancienne Jérusalem, du temps des Hébreux, donc dans l'Antiquité, la terre promise par Yahvé aux Hébreux.
Alors, on a un projet qui est un projet politique laïque, mais quand même avec une connotation religieuse derrière, puisque c'est au nom de cette fidélité aux promesses de Yahvé, donc de Dieu, au peuple hébreu, que Théodore Herzl formule ce projet sioniste, c'est-à-dire la terre promise n'a jamais cessé de l'être, et donc s'il doit y avoir un foyer pour le peuple juif, ce foyer ne peut être qu'en Palestine, donc qui était la terre promise des Hébreux. Donc voilà pour le projet. Les sionistes vont très vite s'étendre dans tous les pays d'Europe. Il va y avoir plusieurs fédérations sionistes dans différents pays d'Europe, dont l'Allemagne notamment. Et là où on a un mouvement sioniste assez puissant, c'est en Angleterre. Et en gros, voilà, le deal pendant la Première Guerre mondiale, c'est un arrangement avec la couronne britannique. Nous vous aidons dans votre guerre contre l'Allemagne. En échange de quoi, après la guerre, vous nous accordez un foyer national pour le peuple juif. Ça, c'est la fameuse déclaration Balfour, donc le ministre des Affaires étrangères britannique. Et donc après la guerre, effectivement, lorsque les puissances mandataires héritent des ruines de l'Empire ottoman, les Britanniques obtiennent la Palestine. Et là, les Juifs, en tout cas les sionistes, se rappellent à leur bon souvenir en disant vous nous avez promis un foyer national juif, donc quid. Or, les Britanniques sont bien embêtés parce que, justement, en Palestine, il y a des Palestiniens. Et faire cohabiter des Palestiniens majoritairement musulmans avec des Israélites, ça risque de poser un problème. Donc, le gouvernement britannique traîne des pieds. Mais pendant ce temps-là, le mouvement sioniste a pris beaucoup d'ampleur dans l'entre-deux-guerres. Il en prend encore plus, évidemment, après l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne en 1933, si bien que l'émigration juive vers la Palestine s'accélère. Et les Juifs d'Europe, essentiellement, commencent à créer des colonies en Palestine. Alors au départ, les Arabes ne réagissent pas ou très peu, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Et puis finalement, dans les années 30, on commence à avoir une communauté juive en Palestine assez puissante et qui clairement revendique la totalité de la Palestine. Et ça, les Arabes commencent à le percevoir, et donc des émeutes éclatent. On est déjà dans un processus de guerre civile qui se met en place, des grandes révoltes arabes en 1936 et en 1939 qui sont matées assez férocement par l'armée britannique. Et après la Seconde Guerre mondiale, la situation est tellement ingérable que les Britanniques finalement décident de refiler le bébé à l'ONU. Et donc il y a un vote à l'ONU qui décide d'un plan de partage de la Palestine en deux États. Un État arabe palestinien et un État juif. Et c'est comme ça que démarre la guerre, puisque évidemment les Arabes n'ont pas été consultés. Surtout, le partage se fait en grande partie à leur détriment. Et ils ne l'acceptent pas. D'autant plus que pendant ce temps-là, les sionistes en Palestine ont lancé une campagne d'attentats majeurs et une opération ethnique pour débarrasser la Palestine des populations autochtones. Donc la guerre commence comme ça. Et, donc dès le mois de décembre 1947. Et au printemps 1948, en mai 1948, Ben Gourion, donc le leader du mouvement sioniste en Palestine, proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Et à ce moment-là, vous avez déjà des centaines de milliers d'Arabes palestiniens qui ont été expulsés de leurs terres, chassés par les milices sionistes vers les pays voisins. Et à ce moment-là, donc les puissances arabes voisines, donc l'Irak, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, entre autres, vont intervenir militairement pour empêcher tout simplement cette expulsion massive des populations autochtones arabes. Et donc là, c'est la première guerre israélo-arabe qui commence, donc en 1948, et qui va se conclure un an plus tard par l'armistice de Rhodes en 1949, où là, la surface de l'État d'Israël passe de 52% du territoire palestinien à 81%. C'est-à-dire que les Israéliens, puisqu'on peut les appeler comme ça maintenant, ont profité de cette première guerre pour considérablement étendre leur territoire. Voilà. Et là, c'est le début du problème. À la fois israélo-arabe, c'est-à-dire entre l'État d'Israël et ses voisins arabes, et le conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire le conflit entre l'État d'Israël et les populations palestiniennes autochtones qui ont été massivement expulsées en 1940. Donc c'est une guerre qui est très enracinée dans l'histoire, et en fait, on n'en parle que maintenant,
Mais finalement, c'est quelque chose qui était vraiment très, très, très Alors, déjà avancé avant. comme je vous le disais tout à l'heure et en répondant à votre question, c'est avant tout un conflit territorial, hein. En gros, là, on a deux peuples pour une seule terre. Et ensuite, il y a l'action de la légitimité. Voilà. Et alors, du côté israélien, évidemment, ce projet territorial, donc ça, c'est la traduction concrète de l'État d'Israël. Mais sur quoi s'appuie ce projet? Sur quelle base politique ou philosophique? Donc, effectivement, c'est un projet messianique. C'est un projet théologique. Mm. On pourrait dire quelque part quand même que la, la, La raison la raison d'être d'Israël, c'est une raison théologique, bien sûr. Ils vont puiser leurs revendications et leurs prétentions dans l'Ancien Testament, dans le livre, dans le Deutéronome, dans la Genèse, dans l'Exode, enfin dans tous les grands livres de l'Ancien Testament. Donc là, on a une prétention théologique, absolument. Ouais. Et comment est-ce qu'on pourrait départager de légitimité? Alors pour moi, il n'y a pas de légitimité. Alors je le dis sans, D'accord. je veux dire, sans aucune gêne. Il n'y a qu'une seule légitimité pour moi dans ce conflit, c'est celle des Palestiniens. C'est-à-dire que pour moi, les Palestiniens dans cette affaire jouent un peu le rôle des Indiens d'Amérique au XIXe siècle aux États-Unis. C'est le peuple premier, c'est un peuple autochtone qui a été chassé de chez lui, qui a subi une épuration ethnique et qui vit maintenant depuis 75 ans des injustices sans nom, alors que ce sont les premiers occupants, ce sont les occupants légitimes de cette terre. Alors maintenant, je ne suis pas non plus naïf, le fait est maintenant que Israël existe, ça c'est un fait, il faut en tenir compte, il a été reconnu internationalement par la plupart des pays de l'ONU, mais parler d'une légitimité d'Israël, c'est aller un peu vite en besogne à mon avis, c'est-à-dire que tout le monde a été mis devant le fait accompli. Voilà, alors maintenant, bon, encore une fois, maintenant Israël existe, donc il faut bien en tenir compte. Mais si vous voulez, Israël, quelque part, c'est un peu un anachronisme, hein, c'est-à-dire un État colonialiste et colonial en plein 21e siècle. C'est-à-dire qu'Israël est créé au moment même où la roue a tourné et où toutes les grandes puissances décolonisent. Mais en effet, ils continuent de coloniser la Cisjordanie. Mais comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, pour d'autres conflits, déterminer si tel ou tel peuple est légitime à posséder ce territoire? Bah, j'ai envie de vous dire que c'est la loi du primo arrivant. D'accord. Après, voilà, c'est toujours compliqué de trancher ou d'arbitrer sur ces questions-là, parce que bon, vous voyez, l'argument des Israéliens, un des arguments avancés par Israël pour la création de l'État d'Israël et en faveur de leur légitimité à eux, c'était pas seulement l'argument biblique, c'est-à-dire la promesse de Dieu, c'est aussi le fait qu'il disait qu'il n'y avait pas de nation palestinienne. Oui, c'était des... Il n'y avait pas d'État palestinien. Ils n'ont fait que mettre les pieds sur un territoire où il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de nation. Voilà, et ils ont même été jusqu'à dire que la Palestine, c'était une terre faite c'était une terre vide pour un peuple sans terre. Sous-entendu, eux, peuple sans terre, peuple errant depuis 3000 ans, eh bien, ils retrouvaient une terre qui était une terre sans peuple. Or, c'est faux, parce qu'il y avait bien un peuple, en l'occurrence les Palestiniens, hein, qui pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs sont des descendants, probablement les seuls vrais descendants des Hébreux de l'Antiquité. C'est-à-dire que les Juifs actuels qui ont fondé l'État d'Israël, ou leurs successeurs qui sont actuellement au pouvoir en Israël, les Netanyahou et compagnie, sont tous des Juifs issus d'Europe de l'Est, principalement des Polonais, des Lituaniens, des Ukrainiens, dont on peut supposer que leurs liens avec les Hébreux de l'Antiquité sont quand même sont quand même peu démontrés. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne soient pas juifs de confession, enfin, c'est-à-dire en l'occurrence israélites, mais prétendre que leur filiation remonte à l'Antiquité hébraïque, c'est aller vite en besogne. Hein. Bon, voilà, il y a même chez eux, hein, vous avez des écrivains célèbres juifs, américains ou même israéliens qui ont dit que tous les fondateurs et les dirigeants actuels de l'État d'Israël étaient tous des descendants des Khazars,
c'est-à-dire un peuple originaire des bords de la mer Noire et de la mer Caspienne, qui s'était converti massivement au judaïsme au IXe siècle, mais qui n'ont absolument rien à voir avec les Hébreux authentiques de l'Antiquité, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la promesse de Yahvé à Abraham. Donc, si ces gens-là ne sont pas les authentiques descendants des Hébreux, bah, évidemment, leur légitimité sur la terre sainte est quand même encore plus douteuse. Voilà. Bon. Oui, justement, et pour revenir sur la question d'Edan, est-ce que vous pensez que du coup l'ONU a vraiment une légitimité à mêler son nez dedans? Parce que le plan de partage qui date de 1947, c'est peut-être lui qui est créateur de conflits aussi. Ah bah, pas vous? il est certain qu'il eût mieux valu pour la paix du monde qu'Israël n'exista pas. C'est évident. Maintenant, le fait est que si l'ONU s'est chargée de la question, c'est parce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire les Britanniques, qui étaient puissance mandataire et qui avaient, de ce point de vue-là, tout pouvoir pour régler la question, ne l'ont pas fait. Ils se sont débarrassés du boulet, clairement, et ils ont refilé ça à l'ONU parce que voilà, c'était la solution de facilité. L'ONU était mise en le fait accompli. Il fallait bien prendre une décision. Ça a été soumis à un vote. Et il ne faut pas oublier que le contexte est très important. On est après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu la tragédie de la Shoah. Et là, très clairement, on ne peut plus rien refuser aux Juifs. Ce que je veux dire, c'est que l'argument massu qui a été utilisé par les sionistes après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'argument du génocide. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont dit, bah, maintenant, il nous faut un État, quoi. Vous voyez ce qui s'est passé. Si on avait eu un État, ce ne serait pas arrivé. Donc maintenant, ça a pesé d'un poids énorme. Et notamment aux États-Unis, où il y a un lobby pro-israélien et pro-juif très, très puissant, et qui a pesé de tout son poids dans la balance pour faire pencher le vote de l'ONU en faveur de la création d'un État juif. Il ne faut pas oublier qu'on est en 1947. Truman joue sa réélection. Et il a besoin de l'appui des voix juives aux États-Unis pour être réélu. Et d'ailleurs, on le lui fait clairement comprendre. Les grands leaders du lobby juif aux États-Unis vont voir Truman et lui font comprendre qu'il serait bon que les États-Unis pèsent de tout leur poids pour la création de l'État d'Israël. Ça, Truman lui-même l'a avoué. Et de fait, effectivement, sans le soutien déterminant des États-Unis, il est probable qu'Israël n'aurait pas vu le jour. Et de fait, ensuite, Truman a été réélu. Voilà. On va passer dans l'actualité, actualité plutôt relative. Qu'est-ce que vous pensez de l'attaque du 7 octobre? Certains disent que c'est quand même étonnant que le Likoud, un des meilleurs services secrets du monde, n'ait pas vu ça arriver. Alors, le Likoud, non pas le Likoud, le Mossad. Le Mossad. Ouais, le Likoud, c'est le parti au pouvoir dans la coalition de Benjamin Netanyahu. Alors, le Mossad, bien sûr, c'est l'un des meilleurs services secrets du monde. Alors, moi, je ne suis pas évidemment dans les petits papiers du Mossad. Ont-ils été avertis de l'imminence d'une attaque et n'y ont-ils pas cru? N'ont-ils pas été avertis et ont-ils été vraiment surpris? Ont-ils averti et ont-ils laissé faire? Voilà, ça, c'est les trois grandes hypothèses. Effectivement, comme vous le dites, on a peine à penser ou à croire qu'un service secret de l'envergure de Mossad n'ait rien vu venir. Ça paraît invraisemblable. Après tout, on a dit la même chose des Américains pour le 11 septembre. Alors, ce qu'on sait, moi, je ne peux témoigner que de ce qu'on sait de sources sûres. Ce qui a été établi, dit et non contredit. C'est qu'ils avaient été prévenus par les services secrets égyptiens. Ça, c'est une certitude absolue. Le Mossad était au courant de l'imminence d'une attaque du Hamas. Les Égyptiens les ont prévenus, les Américains également les avaient mis en garde. Voilà, ça, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est de ça, on est sûr. Ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce que le Mossad n'a pas pris ça au sérieux? C'est une possibilité. Ça arrive, ça arrive que ça fait partie des erreurs humaines. Même les meilleurs services peuvent se tromper. Ou alors l'ont-ils pris au sérieux? Mais de toute façon, ce n'est pas le Mossad qui décide de la politique d'Israël, c'est le gouvernement israélien. Donc le Mossad, lui, ne peut agir que si on lui donne l'ordre d'agir. Donc il est possible que le Mossad ait pris la menace au sérieux, l'ait transmise au gouvernement israélien qui leur aura dit « ne faites rien ».
c'est possible, je ne l'affirmerai pas. Mais ce que je constate, c'est que finalement, quelque part, ça pouvait arranger le gouvernement israélien, en lui donnant un prétexte d'intervention massive à Gaza. De fait, c'est ce qui se passe. Et de légitimer le pouvoir de Netanyahou qui était en difficulté à ce moment. Alors, il y a bien sûr, évidemment, une affaire aussi là-dedans de politique intérieure. Bien sûr, Netanyahou était sur la sellette. Il y avait de plus en plus de manifestations en Israël même contre lui. Et quand je dis des manifestations, c'est des centaines de milliers de citoyens israéliens qui descendent dans les rues pour réclamer la démission de Netanyahou, qui a tellement de casseroles au derrière que c'est une cacophonie. Oui, donc il était effectivement dans une très mauvaise passe, très impopulaire, et on peut dire que c'est tombé à point nommé pour ressouder, j'allais dire, la société israélienne face à l'adversité. C'est une vieille technique des gouvernements, ce genre de manipulation pour effectivement... bon voilà, ce n'est pas une spécificité israélienne, on l'a vu ailleurs, y compris en France. Donc voilà, bon, donc c'est une possibilité. Je ne l'affirmerai pas, je ne serai pas catégorique parce que je n'ai pas les preuves que ça s'est passé comme ça, mais oui, c'est probable. Il faut être prudent. Très bien. Écoutez, je crois que nous avons fait le tour, en tout cas en commençant par le conflit israélo-palestinien. C'est un vaste sujet, il y aurait beaucoup à dire, mais là on est pris par le temps. C'est vrai. Donc écoutez, merci beaucoup Mais je vous en prie d'avoir accepté. Est-ce qu'un petit mot pour conclure? Écoutez, longue vie à votre podcast, décidément j'ai du mal avec, avec l'anglais, et puis en espérant que vous allez attirer beaucoup d'auditeurs qui puissent se nettoyer le cerveau de temps en temps, voilà, avec une information alternative. Très bien, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à faire abonner vos amis et vos proches en partageant ce podcast disponible sur toutes les plateformes. Dis donc, j'arrive même plus moi à dire podcast aussi. Donc, en tout cas, sur cette petite note fruitée, restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur cette affaire, évidemment, en constante évolution. Et pour cela, vous le savez, vous pouvez compter sur le News Cocktail.